Bonsoir à tous. Je suis Sébastien Blervac, l'un des associés de la start-up française SEMDI. Je remercie tout particulièrement l'équipe Golem, RN Society, Tiffen, pour nous avoir donné l'opportunité d'être avec vous ce soir. Merci Thomas également et tous tes collègues. On a commencé à se rencontrer de plus en plus et nous sommes dans un domaine connexe ensemble. Et ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des acteurs qui traitent le langage naturel, parce que c'est notre ADN aussi chez SEMDI. Et d'une manière un peu différente, c'est ce que je vous propose de voir ce soir. Toutes les connaissances que chacun de nous rassemble sont le fruit d'un brassage d'informations, d'immenses informations qui nous aident à construire nos connaissances. Et sans être la seule, la lecture est une source très importante de ce que chacun de nous a pu accumuler jusqu'à aujourd'hui dans ses connaissances. À l'instant où on se parle, c'est la situation que nous vivons, une espèce de phénomène qui nous absorbe silencieusement au quotidien. Et là où il était possible auparavant de prendre le temps de corréler, de désassembler, de restructurer des informations dans leur contexte, de pouvoir créer à partir de nos découvertes, eh bien devant ce tsunami, ça devient extrêmement compliqué, voire impossible, parce que les informations ont atteint de tels volumes que ça génère des difficultés dans énormément de secteurs d'activité. On parle des effets de l'infobésité aujourd'hui, on peut en citer quelques-uns comme le désengagement professionnel, l'épuisement, dans certains cas même l'indécision, l'altération du jugement, et tous ces phénomènes, tous ces effets se répandent dans les organisations et peuvent bloquer même le processus d'innovation. Et ce qu'on a à repenser collectivement, c'est une nouvelle manière de pouvoir faire face à ce big data, parce que notre connaissance, c'est l'enjeu, et c'est ça qui va nous aider à développer les activités humaines de demain. Il y a un temps de latence auquel je m'habitue, peut-être là. Le sujet aujourd'hui, c'est de voir comment on traite de manière massive l'ensemble des informations de nature textuelle. Alors il y a un usage qu'on connaît tous, le keyword search. Chacun de nous le pratique depuis des années. C'est d'une certaine manière, sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes, ce qui nous a été imposé comme moyen d'aller investiguer des données textuelles. Et on formule nos requêtes de recherche à partir d'un mot ou quelques mots, avec des formules plus ou moins complexes, pour obtenir les résultats qui nous intéressent. Ce qui est intéressant de comprendre dans le comportement de la langue, c'est que déjà les mots ils ont plusieurs sens. On parle de polysémie. Alors on n'a pas forcément conscience au moment où on exécute notre requête, mais le mot prendre, par exemple, à lui tout seul, il a 40 sens différents. Le mot donner, 49 sens. Et dans d'autres langues, c'est exactement pareil. Le mot set en anglais, c'est 464 sens différents. Puis on a des mots aussi qui ont des sens contraires. Le mot amateur, selon le sujet dans lequel on l'emploie, je suis un amateur de vin ou je suis un amateur dans le football, ça n'évoque pas du tout la même signification du mot amateur. Louer, je loue mon appartement. Suis-je le propriétaire ou suis-je le locataire ? Apprendre, c'est pareil. J'apprends, je suis l'enseignant ou je suis l'élève, ou je suis en formation en train d'apprendre. Alors toutes nos idées, elles s'expriment de façon variée. On utilise un vocabulaire extrêmement riche, naître, venir au monde, découvrir, apprendre. Vous en avez certainement d'autres exemples. S'il y a des personnes qui veulent donner un exemple, c'est le bienvenu. Donc on se rend bien compte que le keyword search, finalement, on récupère un ensemble de résultats qui parfois nous amènent
à repréciser, à retourner faire de nouvelles requêtes parce qu'on n'est pas satisfait par les résultats que nous avons obtenus, même si parfois on voit afficher des millions de résultats, on pense être informé. En fait, on a des résultats qui sont assez éloignés de ce qu'on recherche, donc on continue de rechercher. Alors attendez. Voilà. Voilà. Une autre manière d'aller pouvoir interpréter et rechercher, investiguer de la donnée textuelle, c'est moins connu du grand public, mais il y a quelques organisations qui, depuis de nombreuses années, ont mis en place des processus qu'on appelle sémantique linguistique et qui vont aider l'être humain à déjà pouvoir appréhender, capitaliser sur un volume d'informations de manière un peu différente et plus précise que le keyword search. Et ça va passer par la mise en place, ce qu'on appelle une ontologie. Donc, en quelque sorte, on va apprendre à un ordinateur à reconnaître, à identifier des mots, des expressions, et on va préparer pendant pas mal de temps, de manière humaine, à partir de l'extraction de certaines parties d'un corpus pour pouvoir le réutiliser. Donc on n'aura pas une vision exhaustive de l'ensemble des informations qu'on doit exploiter, mais on va en extraire une partie pour pouvoir aider et apprendre à un ordinateur à reconnaître l'ensemble des expressions qu'on utilise. On va dire, par exemple, quand on parle de naître, on va associer que naître, c'est venir au monde, etc. Et on va donc préparer cette ontologie qui nécessite à la fois des compétences linguistiques et bien évidemment donc des équipes informatiques pour arriver à réunir ces deux mondes pour préparer un ordinateur à acquérir d'une certaine manière une partie de la langue que nous employons au quotidien. Donc ce sont souvent des solutions qui sont mises entre les mains d'utilisateurs assez avertis. Et on passe avec une logique, donc une approche sémantique linguistique, donc on passe du mot à la phrase. Ce sont des solutions qui sont pointues, qui sont précises. Néanmoins, il y a une problématique, c'est que la phrase, sortie de son contexte, on peut lui faire dire le contraire de ce qu'elle est en train de dire. C'est d'ailleurs le jeu des journalistes et des hommes politiques en permanence. On le voit en ce moment d'ailleurs. L'une des difficultés aussi d'une approche sémantique linguistique, en raccord avec la nécessité de devoir exploiter un grand volume de données textuelles, c'est que la langue, elle évolue. De nouvelles expressions apparaissent en permanence. Le mot data scientist, par exemple, n'existait pas, ou très peu, il y a 5 ans. Et plus on avance dans l'univers dans lequel nous sommes, et plus on a de nouvelles expressions qui apparaissent. Ça veut dire que pour permettre à un ordinateur de la reconnaître, eh bien, il faut maintenir en permanence cette ontologie, ces référentiels. Donc ça peut être extrêmement coûteux. Et dès lors qu'on est confronté à un gros volume, généralement, il va se passer un décalage entre le moment où on veut extraire de l'information tout à fait pertinente et en capacité d'exploiter ces sources pour mener son activité. Je pense par exemple dans la médecine, si on a besoin de comprendre ce qui se raconte dans des études épidémiologiques, pour pouvoir apporter des soins beaucoup plus précis sur des pathologies nouvelles, eh bien, il va y avoir un décalage extrêmement important entre les patients qu'on est en train de soigner et la découverte d'un langage qu'on essaye de s'approprier et de transposer dans un outil informatique. Alors, on fait des surprises. Voilà. L'approche de la cognition artificielle va s'inspirer en fait du fonctionnement chez l'être humain, comment l'être humain est amené à construire ses connaissances
en s'appuyant sur ses facultés cognitives. Vous l'avez compris, c'est le sujet qu'on va développer de manière un peu plus technique, entre guillemets, avec SEMDI. L'idée là, c'est d'inverser le processus de la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit dans une logique keyword search ou sémantique linguistique, l'être humain il doit savoir ce qu'il cherche. Or, ce qui nous intéresse, finalement, c'est qu'au départ, quand on récupère un corpus extrêmement important, c'est de pouvoir aller à la découverte de ce contenu sans a priori. Et ce qui va être important, finalement, c'est que les informations, les données, viennent d'elles-mêmes, sans qu'il y ait eu besoin d'établir des recherches, qu'elles viennent d'elles-mêmes à l'utilisateur pour raccourcir ce délai d'accès à la connaissance. Et ce qui va être également important, c'est la notion de contexte. On a vu tout à l'heure que les mots ont plusieurs sens. Et quand on explore un contenu et qu'on tombe sur un mot, s'il a plusieurs sens, on ne plonge pas dans le dictionnaire pour aller choisir la définition la plus adaptée à ce mot. C'est la manière dont on a déjà utilisé le mot dans un contexte similaire qui nous permet de sélectionner automatiquement la bonne définition de ce mot. La notion contexte, elle est déterminante parce que c'est le contexte qui va donner la définition au mot. Aux enfants à l'école, on leur apprend que lorsqu'ils ne connaissent pas la définition d'un mot, on leur dit « regarde le contexte autour ». Et à partir de tes observations, tu vas te rapprocher de la définition de ce mot. Pour ceux qui ont des enfants, vous êtes peut-être retrouvés dans des situations assez inconfortables parfois. Ouais, papa, maman, ça veut dire quoi ce mot ? On peut être démuni parce que si on n'a pas les éléments de contexte, on va être incapable de leur répondre et on va leur demander de préciser dans quel contexte ils utilisent ce mot. Donc ce qui nous intéresse, humainement, face à un immense volume, c'est de pouvoir se représenter les différentes facettes d'un sujet. Et lorsqu'on est face à un résultat de multiples requêtes, pour les plus courageux d'entre nous, on va s'arrêter à la 3e page, on va lire peut-être 30 résultats au maximum. Il n'est pas exclu que les centaines de milliers ou de millions de résultats dans les pages suivantes viennent contredire ou apporter des informations qui vont donner une connaissance complémentaire et faire varier les premiers résultats de ce que l'on aura obtenu. Donc, toujours en considérant qu'on est dans un contexte d'infobésité, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir se représenter d'une manière multifacette l'ensemble d'un sujet, de manière à identifier à la fois les tendances fortes qui le composent et les signaux faibles. Tac. J'en viens à l'histoire de SEMDI, qui est une plateforme de technologie de cognition artificielle. L'histoire de SEMDI démarre au début des années 2000. Une équipe de doctorants en psychologie cognitive s'intéresse au fonctionnement de notre système de mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Nous avons à l'heure actuelle 5 systèmes de mémoire connus chez l'être humain. La mémoire épisodique est celle qui fonctionne avec l'expérience. Un exemple tout bête, si je dis à quelqu'un « rendez-vous à la Ville Rose » et qu'il n'a pas cette information enregistrée en tant qu'expérience sans forcément être allé physiquement à Toulouse, et qu'il n'est pas capable de rapprocher le fait que la Ville Rose c'est Toulouse, il ne saura pas où aller. Et si le traitement de cette information lui est facile, on se retrouvera sans aucune difficulté à Toulouse ensemble. Donc ils vont s'intéresser comment l'être humain, à partir de l'activation de ses différentes facultés cognitives, est amené finalement à développer des connaissances, et ils vont s'intéresser à isoler le plus possible les différents mécanismes, séquences cognitives qu'on opère, pas forcément toujours toutes dans le même ordre, mais ils vont en isoler 11 très précisément, depuis je capte
l'information jusqu'à des séquences extrêmement avancées comme la prédiction ou l'anticipation. Un exemple tout simple, on met en place des mécanismes à mesure de notre expérience, de notre vécu. Si on entend quelqu'un courir, arriver là et se dire je suis en retard, il faut que j'assiste au meet-up. Maintenant, si on entend des cris, des bruits un peu différents, on va mettre en place des mécanismes d'alerte et on va tout de suite réagir par rapport à cette situation d'une information nouvelle arrivant. Donc au départ, ce ne sont pas des informaticiens, ils n'ont pas pour ambition de concevoir une application, simplement de pouvoir s'intéresser, de comprendre quels sont ces différents mécanismes, de pouvoir les modéliser de manière extrêmement précise en les isolant les unes par rapport aux autres, et de ces séquences modélisées et isolées, ils vont rejoindre le CHART, qui est le laboratoire de cognition humaine et artificielle, avec d'autres doctorants dans des disciplines neurosciences en mathématiques et informatique, et ils vont transposer ces séquences, ces modèles, en algorithmes. Dans le domaine de la fouille de texte, il existe des challenges qui s'appellent les DEFT, donc les défis de fouille de texte. On commence à en parler parce que c'est un sujet, il y a une prise de conscience autour de la fouille de texte qui s'opère actuellement. Et très tôt dans l'histoire de CMD, les DEFT ont été un terrain d'expérimentation extrêmement intéressant. Et en 2007, la première participation de nos algorithmes, nous sommes arrivés dans ce concours devant Yahoo. Il faut savoir que dans les DEFT, on va rencontrer les géants du search, des gens comme Exalead, et on est sur des sujets extrêmement pointus. Encouragé par ces premiers résultats extrêmement performants, parce qu'arriver deuxième dans un concours comme celui-ci, c'était vraiment extrêmement encourageant. Ils ont amélioré la performance des algorithmes en représentant le DEFT en 2011. Et en 2011, les algorithmes de CMD sont arrivés premiers sur une des catégories, ce qui a donné naissance à l'entreprise, sans vision marché, avec des étudiants qui n'étaient pas encore diplômés. Et leur priorité quand ils ont rejoint un incubateur, ça a été de défendre leur thèse pour être docteur. Aussi bien donc les psychologues, les doctorants en psychologie cognitive, que les doctorants en mathématiques informatiques. En rejoignant l'incubateur, ils vont faire la rencontre donc d'un coach qui va devenir tout naturellement, assez rapidement, par leur choix, le président de CMD, parce qu'en les écoutant, il a réalisé qu'on pouvait proposer au marché une plateforme, en allant chercher des usages concrets, d'accès à la connaissance. Depuis 2011, on a d'abord commercialisé notre technologie sous forme d'API. Alors, pour certains, les API, c'est un sujet assez particulier. Pour nous rapprocher des utilisateurs, nous avons conçu un front extrêmement simple qui permet, par exemple, ici, à l'occasion du premier workshop d'activité physique adaptée au bénéfice de personnes atteintes de cancer, nous avons importé 500 conversations sur place, donc, et la coordinatrice du workshop a pu clôturer son événement en présentant les premières tendances qui se sont échangées pendant cette journée sur deux problématiques. Quels sont les leviers qu'il faut prendre en compte pour mettre en place un programme d'activité physique adapté, et quels sont les freins qui vont faciliter la mise en place de ce type de levier. Donc sans aucune préparation, la plateforme a permis d'exploiter instantanément l'ensemble des verbatims de cette journée. D'autres usages. Un établissement public confronté à la réception d'un flux énorme de mails provenant d'un formulaire, et ils se disent on ne comprend pas, on a un site d'information qui est extrêmement fourni avec des FAQ, on voudrait comprendre pourquoi on en a autant et surtout comment arriver à résorber ce volume de mails entrants. Et en moins de 10 jours, notre partenaire, qui est une société de conseil,
s'est appuyé sur la plateforme SEMD pour proposer 12 grandes préconisations qui ont pu être mises en application en réponse aux différentes problématiques. Autre contexte, sur des comptes rendus techniques, sur de la maintenance de systèmes de chauffage chez les particuliers, le client se dit on a un outil de BI qui nous donne une vision assez complète et précise de l'aspect opérationnel, combien de temps dure une intervention, tout un tas de données normées, facilement représentées d'un point de vue chiffré, très structuré. Mais il y avait un commentaire texte libre qui représentait 15 000 verbatim quotidiens. Eh bien, nous avons mis dans la plateforme, au moment de la formation, donc 4 mois d'activité, et on a révélé dans les 2 premières heures qu'il y avait 20 000 demandes de devis qui étaient inconnues et 600 causes de visites multiples inutiles chez les clients. Dans le domaine du retail, sur 20 000 tickets de résolution de panne sur des produits de machines à laver le linge, sèche-linge et lave-vaisselle, on a fait ressortir qu'il y avait des clients qui disaient le devis est trop cher, je ne vais pas faire réparer ma machine à laver le linge. Donc en 2018, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc c'est d'un point de vue business, pour introduire le talk suivant, c'est que ça représente des leads qualifiés et également des situations où le technicien a écrit qu'il avait fait un déplacement tout à fait inutile et que ça aurait pu être réglé de manière différente. Et ce sont des pistes qui sont dans le texte en vrac extrêmement difficiles à identifier. Alors, j'ai un peu débordé sur le timing, je crois. Le texte, les données texte massives, aujourd'hui, elles sont présentes dans toutes les organisations, qu'on soit dans le domaine public, dans le secteur privé. Tous les secteurs sont concernés par des volumes immenses de données textuelles qui peuvent être exploitées facilement avec des solutions comme SEMD. SEMD permet d'exploiter n'importe quel type de format, n'importe quel type de langue et n'importe quel type de thématique, puisqu'on n'a pas besoin de la préparer du point de vue de l'apprentissage, elle est auto-apprenante. On offre une capacité illimitée de lecture. Vous pouvez lever la main, je vous passe le micro. Dans les exemples que vous avez présentés, est-ce que vous auriez des exemples de détection de fraude en banque ? On a, dans le domaine bancaire, on a travaillé sur la fraude, pas dans la banque. Dans la banque, on a travaillé sur des problématiques de type essayer de comprendre ce qu'il y a décrit dans des clauses de contrat d'assurance vie, sur la clause libre en fait. Et dans le domaine fraude, on a plutôt fait des expérimentations avec le tribunal de grande instance de Paris, sur des affaires déjà jugées dans des domaines extrêmement complexes. Et c'est suffisamment fiable et accepté ou... Est-ce que ça peut être une preuve? Est-ce que ça peut être juridiquement? Dans le domaine juridique, on a mis notre plateforme entre les mains d'un avocat. On ne déforme pas le texte. Le texte, il est tel qu'il est. Et sur la préparation d'une plaidoirie, il y avait 20 000 mails qui étaient partagés entre les parties adverses. Et l'avantage a été assez déterminant pour celui qui a pu préparer sa plaidoirie avec la solution SEMD, parce qu'il a pu extrêmement rapidement identifier des pièces à charge, à décharge, ou démontrer la bonne foi de son client. C'est-à-dire que c'est de pouvoir exploiter rapidement, extrêmement rapidement, n'importe quel type de données texte sans la déformer. Le texte, il est tel qu'il est. Il faut pouvoir en extraire ce qui nous intéresse, et parfois, il va être nécessaire de partir de manière totalement exploratoire, sans a priori,
pouvoir être guidé par la plateforme. Ça répond à votre question. Merci. Pardon. Je vous en prie. C'est un logiciel en mode SaaS. C'est du SaaS, ça s'installe en un jour. D'accord. Enfin, le paiement se fait comment? C'est au volume traité? En euros. Oui. Chouette. Au volume traité, oui. Vous avez quel volume à peu près? Moi, pas grand-chose. Mes clients en ont beaucoup, oui. Oui, j'imagine. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des sujets de confidentialité par rapport aux données que vous avez au niveau potentiellement données personnelles ou... En fait, le principe de Samdi, c'est qu'on met en place une plateforme dédiée chez chaque client, dans un environnement dédié, pas du tout mutualisé. Donc les données sont hébergées en France. Il y a tous les niveaux de sécurité qui permettent à un client d'exploiter sa propre plateforme. Je vais répondre un peu différemment, c'est-à-dire que dans du contenu textuel, on trouve des données à caractère sensible et des données personnelles. Et notre plateforme, en fait, permettre de les trouver extrêmement facilement. Donc ça peut en faire un outil potentiellement pour identifier les données sensibles. Oui, on a formé par exemple tout récemment le DPO d'un de nos clients sur un lot de 60 000 mails. On a identifié 500 clients qui avaient écrit voilà ma carte bleue, le crypto pour le paiement de mes échéances, le temps de la mise en place de mon prélèvement automatique. Merci. On n'en a rien fait. Et... Est-ce que vous fonctionnez avec d'autres langues aussi pour l'instant? Dans toutes les langues. Toutes les langues. Indo-européenne, pardon. Toutes les langues. Une dernière question. Donc c'était tout clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup.